Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Aujourd'hui, en marge du Forum Meddays qui a eu lieu cette semaine à Tanger, nous allons parler de la compétitivité en Afrique. Nous allons également aborder les questions des échanges interafricains, mais également des échanges entre l'Afrique et les pays émergents. Pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Angèle Kouemo. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Alors vous êtes la présidente de l'association Believe in Africa, croire en l'Afrique. Voilà. Bienvenue. En face, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sabina Achour Talet. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Vous êtes la présidente directrice générale de Sabina Group Algérie. Et également sur ce plateau, pour parler de compétitivité et d'attractivité des pays africains, j'ai le plaisir de recevoir Karim Helal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la banque d'investissement Adib Capital. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Alors tout d'abord, nous allons parler du secteur privé et du poids du secteur privé pour booster nos économies africaines. Madame Kouemo. Oui, quand vous voyez le taux de chômage en Afrique, la montée des jeunes, il est clair que la création de l'emploi est une priorité. Donc le gouvernement n'a pas pour rôle premier la création d'emplois, il joue un rôle d'impulseur. Donc pour que le secteur privé soit compétitif et puisse assouvir, répondre aux besoins des populations, il est important qu'on crée un environnement juridique, un cadre juridique favorable à l'essor de ces compagnies-là. Ça veut dire un régime fiscal juste, un système judiciaire qui fonctionne, transparent, indépendant pour permettre la stabilité des transactions et attirer les investisseurs étrangers, et bien entendu la réduction des barrières. Bon, sur le côté commerce entre États, je suppose qu'on en parlera un peu plus tard. Je vais pas certainement, certainement. Alors, vous avez évoqué, parce que c'est marrant, parce que je vous ai posé la question sur le secteur privé, vous avez répondu sur le gouvernement, le rôle du gouvernement. Donc, c'est certes indissociable, Monsieur Helal, lors du panel que vous avez justement animé lors des Meddays, vous avez évoqué cette question du rôle du gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement peut gérer une économie, peut manager une économie? J'estime que la réponse directe, c'est oui. Le pays peut le faire, mais ce n'est pas là la question. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'il peut gérer cette économie. Mon impression, mon opinion personnelle, c'est que le gouvernement ne peut pas finalement gérer de manière convenable l'économie au bénéfice de la population. Le rôle du gouvernement, en fait, consiste à faire deux choses. D'abord, c'est la réglementation, le régulateur, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il mette en place le cadre juridique de telle sorte à encourager, à accroître le secteur privé. L'autre, c'est aussi d'être le facilitateur, faciliter, modérer, de sorte à ce que le secteur privé puisse accomplir son rôle, parce que c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Ce dont on a besoin en Afrique, c'est la création d'emplois, c'est-à-dire des emplois productifs, pas gouvernementaux. On insiste sur le rôle de ce secteur privé, Madame Kouemo. Comment pensez-vous que se porte aujourd'hui le secteur privé, en tout cas cette relation entre le secteur privé et le secteur public en Afrique? Je pense qu'on commence à voir de plus en plus des acteurs du secteur privé jouer un rôle important dans les formulations des politiques, ce qui veut dire que leur rôle est enfin reconnu, enfin établi. Dans les grandes plateformes bilatérales, les grosses conventions, que ce soit à Paris, Londres ou à Washington, en général, on voyait les chefs d'État, des discussions bilatérales, mais maintenant, les plateformes les plus actives sont celles du secteur privé. La preuve de Meddays, private sector oriented, est très orientée sur les questions du secteur privé. Mais c'est clair qu'elle commence à jouer un rôle important, et ce rôle-là est venu du fait que l'essor économique du continent est plus visible, mais surtout de la volonté politique de certains États. Alors, je vais donner l'exemple. Dont le Maroc, d'ailleurs, avec les différents déplacements de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Afrique, il y a une forte délégation d'hommes d'affaires et de représentants du secteur privé, justement. Privé, justement. Et puis les pays comme le Nigeria, qui l'a visité récemment, a eu une politique de préférence pour les compagnies locales. Il y a quelques années, ils ont fait passer le texte de loi qui donnait des préférences aux entités indigènes dans l'obtention des permis d'exploration et tout ça. Et bon, à l'époque, c'était considéré comme un frein, non-trade barrier.
comme du protectionnisme, mais en le mettant en application, ça encourageait les investisseurs étrangers à embaucher les locaux, à mentor les locaux et à rentrer en partenariat solide, gagnant-gagnant avec les opérateurs locaux pour développer le secteur énergétique, hôtelier et le reste. Donc c'est parti de ça et c'est comme ça qu'on a une nouvelle génération d'hommes d'affaires que vous connaissez plein. Il y en a 2 qui ont signé des accords importants avec le Maroc récemment à la dernière visite de Sa Majesté le Roi au Nigeria. Il y a 2 banques, UBA et Attijari Wafa, qui ont passé un accord. Il y a l'accord bilatéral pour la construction du gazoduc. Oui. Donc ça c'est du concret. Très bien. Madame Achour Talet, qu'en est-il du secteur privé en Algérie? Vous représentez le secteur privé, vous êtes une femme d'affaires. Est-ce qu'il y a cette connexion, est-ce qu'il y a ce bound entre le secteur privé et la politique de l'État algérien? Écoutez, je suis venue à mon nom personnel d'abord, je ne suis pas venue au nom de l'Algérie. Je suis venue pour parler en général des sociétés africaines et de la femme chef d'entreprise. Donc ce que je dirais, moi personnellement, c'est que le rôle de l'État, c'est par exemple de créer un cadre propice pour la création d'emplois. Des chefs d'entreprise qui créeront de l'emploi. Et je suis pour la PME-PMI. Mais pour cela, il faut que le rôle du gouvernement serait déjà de créer une bonne gouvernance. Une gouvernance avec une éthique. Je pense que les problèmes qui se posent en Algérie sont les mêmes problèmes qui se posent sur toute l'Afrique. Et en tant que femme, si vous voulez, les problèmes sont encore multipliés par N fois. Des exemples, Madame Achour Talet. Bon, la femme, je dirais qu'elle est plus libre en Algérie par rapport à d'autres pays du continent Afrique. Mais il y a quand même des freins, toujours des freins, parce que pour eux, la femme, il faut mieux qu'elle reste chez elle, qu'elle fasse le ménage et qu'elle laisse la place aux hommes, qui sont en grande partie en chômage. Mais moi, je voudrais aller plus loin, tracer, si vous voulez, un cadre pour la création des entreprises pour jeunes. Il faut qu'il y ait cette bonne gouvernance avec une éthique, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans les gouvernements aiment le pays où ils sont déjà, c'est très important, et qu'ils travaillent et qu'ils se sacrifient, entre guillemets, pour ce pays-là. Là, c'est un bon point. Essayer d'intéresser ces jeunes, de les intéresser au pays, de leur montrer qu'ils sont responsables, les intégrer dans la vie du pays, pour qu'ils ne se sentent pas rejetés, qu'ils ne se sentent pas, si vous voulez, sur le côté de l'histoire de leur pays, et qu'ils aillent grossir les rangs des terroristes et des laissés pour compte qui vont se jeter dans les mers suicidaires pour aller de l'autre côté. Il y a aussi les échanges d'expériences entre les pays africains, Madame Kouémon. Oui, absolument. Et puis, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, c'est que l'échange inter-pays africain ne représente que 10%. Si on pouvait simplement les doubler à 40%, ça aurait un très gros impact. Les Européens font 80% d'échanges inter-Europe et les Asiatiques font 67%. Donc, et puis les grosses institutions comme la BAD, dans leur agenda, leurs priorités qui ont été adoptées lors du dernier conseil d'administration, fait de l'accélération de l'intégration économique africaine une priorité. La même chose pour AFC et la même chose pour Exim Africa Bank. Mais le gros challenge qu'ils ont dans ces programmes régionaux, c'est aussi la réalité. Et ça rejoint aussi un peu ce que Mme Sabine a dit, la bureaucratie. Oui. En Algérie, c'est un système qui résulte des années 60 et la culture et tout ça. Il n'y a pas que l'Algérie, il y a beaucoup de pays francophones qui subissent de cette lourdeur bureaucratique qui fait que l'avancement des projets devient très lourd. Un échange diplomatique entre 2 pays voisins peut prendre des années sur la base du fait qu'on est incertain par rapport aux élections qui vont arriver, les élections locales, les remaniements ministériels. Donc ça rend, et je crois que c'est le plus gros frein en fait aux progrès régionaux. Les études prennent 3, 4, 5 ans, il faut adopter plusieurs budgets, des fois les budgets sont consommés, les partenaires techniques ne sont pas forcément au courant, ils sont déçus, il faut recommencer à zéro. Donc la réalité un petit peu, c'est là où le secteur privé, moi je suis grosse femme du secteur privé, on est pragmatique, on est concret. Tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous faciliter, de créer l'environnement qu'il faut, mais puis après ça, quand on a un intérêt commun, ça va très vite. Alors vous structurez votre transaction, une forme de concession, de gestion, de consortium, je ne sais pas, comme pour le gazoduc, je suis sûr qu'ils ont trouvé un modèle juridique qui est très pragmatique, pour lequel on demande simplement la bénédiction des gouvernements. Donc il faut avoir la volonté politique, ils ont les moyens politiques, maintenant il faut qu'il ne reste plus que l'action. Et je pense que les privés maintenant africains sont prêts.
ils ont l'expertise, les échanges personnels sont beaucoup plus faciles qu'il y a 20 ans, parce que les communications sont aisées. Notre génération a des amis au Kenya, en Égypte, au Maroc. Donc, trouver des partenaires, trouver l'expertise, la réponse aux problèmes concrets qu'on peut avoir devient très facile sur le plan de l'expertise. La richesse humaine africaine est là. La génération de panafricains est là. L'Union africaine s'est déjà faite au niveau des peuples. Ça va peut-être être matérialisé après, parce que par les avancements. Au niveau des peuples et également au niveau économique. Au niveau économique, voilà, ils sont tout actionnaires dans les mêmes capitaux. Rien ne m'empêche de décider d'investir dans la compagnie de Karim. Les conséquences, il y a déjà une réalité panafricaine. Voilà, la balle est dans votre camp, Monsieur Helal. Justement, nous allons parler de cette connectivité interafricaine et également du rôle du Maroc dans cette Union africaine, juste après cette pause pub. À tout de suite. Bonsoir à nouveau et bienvenue si vous nous rejoignez à ce numéro de l'Hebdo Écho que nous consacrons en marge des Meddays qui se sont tenus cette semaine à Tanger, à la compétitivité en Afrique et également à comment soutenir l'attractivité des pays mais également des entreprises africaines. Juste avant la pause, nous discutions avec mes invités sur le plateau de cette Union africaine, des liens qui lient les pays africains et notamment économiques. Et justement là, nous allons aborder le rôle du Maroc dans cette compétitivité, dans cette connexion interafricaine. Le Maroc est le deuxième investisseur africain sur le continent après l'Afrique du Sud. Depuis son accession au trône, le souverain a effectué 37 visites officielles sur le continent et où nous comptons une trentaine d'ambassades. On va dire ces dynamiques africaines du Maroc peut-elle être un exemple pour d'autres pays? Madame Ashour Talet. Oui, elle peut être un exemple. Elle est un exemple. Et je suis bien heureuse de constater que Sa Majesté le roi Mohammed VI a démarré, disons, cette course aux accords et à la remise sur pied de cette Afrique qui a été exploitée, bien sûr, d'une façon négative pour les Africains jusqu'à maintenant. Et donc, moi, je réfléchissais, puisque moi, personnellement, dans notre groupe, on travaille aux normes européennes. On parle toujours d'un produit aux normes européennes. J'étais en train de réfléchir en pensant que les normes européennes dans un pays européen qui est froid, où il y a de la glace, où il y a de la neige, n'est pas obligatoirement aux normes africaines. Pourquoi ne pas créer, et j'en parle pour les jeunes créateurs d'entreprises, pourquoi ne pas créer des centres de recherche, et même à chaque niveau d'un entrepreneur. Il faut un bureau, un laboratoire de recherche, ce qui n'est pas reconnu par les impôts, par le fisc, entre parenthèses. Si on veut faire évoluer cette entreprise, lui accorder le budget de ce laboratoire de recherche pour évoluer, pour pérenniser cette entreprise, pour qu'il y ait toujours cette attractivité et cette envie de continuer l'entreprise. Ne pas laisser, par exemple, l'entreprise mourir au bout de 2 ans ou 3 ans, ce n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Et je suis pour un accord entre pays africains. Je suis pour une Afrique, je suis rêveuse peut-être, pour une Afrique sans frontières. C'est la seule possibilité, avec des transports qui traversent toute l'Afrique, c'est la seule possibilité de sauver ce continent africain. C'est de nous mettre d'accord déjà entre nous. Je suis pour presque une absence des banques. Je suis contre les banques parce qu'ils ne jouent pas le rôle de banque. Excusez-moi, monsieur Karim. Je vous ferai réagir juste le temps qu'elle finisse son idée. Je sens, monsieur Helal. Allez-y, madame Ashour Talet. Il y ait des appels entre nous, jeunes entreprises et moins jeunes, PME, groupes, pour avoir, si vous voulez, ces crédits bancaires et ne pas tomber dans les pièges des banques qui vous répondent 10 ans après pour vous donner des pourcentages d'intérêt très élevés, qui donc vont enterrer l'entreprise avant même qu'elle démarre. Ce n'est pas une généralité. Monsieur Helal. Ce n'est pas une généralité. That was quite blunt. C'était un peu dur là. I think the question here is Je pense que, en fait, whether we la not question, need c'est banks, pas because I think si banks, nous avons en fait like besoin de or banques ou not, pas, are qu'on les aime ou pas, integral part ça of fait the economic partie system. intégrant du It is système économique. the role
En fait, le premier rôle des banques et qu'elles font. En fait, ça, est-ce qu'elles font ce qu'elles devraient faire ou pas? Ça, c'est ouvert au débat. Mais les banques n'ont pas toujours été bien performantes au cours des dernières décennies. Nous avons vu la crise financière. Et aussi, l'image entière qu'on a des banques n'est pas vraiment erronée, mais c'était plutôt l'image de personnes qui étaient beaucoup plus avides, qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, au détriment des autres. Et finalement, ils sont sortis quand même. Alors, on ne peut pas vraiment aller contre cela. En fait, moi, je suis l'une des personnes qui disent que les banques, de manière générale, n'ont pas vraiment accompli leur fonction primaire, à savoir financer les activités économiques et la croissance. Alors, les banques, finalement, prennent la façon la plus facile, ce qui veut dire que si vous êtes très riche, vous allez pouvoir emprunter de l'argent. Et si vous êtes pauvre et vous avez besoin d'argent plus que quiconque et vous voulez lancer votre entreprise, ça va être extrêmement difficile pour vous d'emprunter de l'argent. Ça, c'est un fait. Ça devrait changer, en fait. Autre chose, c'est le rôle des banques, ou le manque de ce rôle, en fait, il se manifeste dans le fait de fournir le financement aux PME, PMI et aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Les jeunes ont des idées, mais ils n'ont pas un système de soutien qui peut. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées en Afrique, au Maroc en l'occurrence, ou dans d'autres pays africains, qui justement encouragent le jeune entrepreneur et encouragent les petites entreprises à voir le jour. Mais après, c'est une question de pérennité aussi. Est-ce qu'elles vont survivre ou pas ? Comme l'a soulevé Madame Achour Talit, Madame Kouema. Je suis obligée de rebondir sur ce que mes deux confrères ont dit. En ce qui concerne le fait que les entreprises ferment boutique au bout de 2 ans, je suis membre du comité de sélection de la Fondation Tony Elumelu, qui a mis en place un fonds de $100 millions pour supporter 10 000 jeunes entrepreneurs. On en sélectionne 10 000 tous les ans. Donc avant de créer le mécanisme de formation, le mécanisme de sélection, ils ont fait une analyse, ils se sont rendus compte que la raison pour laquelle les jeunes entrepreneurs échouent, ce n'est pas forcément à cause des finances. Très bien. C'est à côté du management, le leadership, la vision qu'ils ont, parce que prendre le projet du voisin, vous savez très bien en Afrique, si j'ouvre un salon de coiffure ici, ça marche très bien, un mois plus tard, il y en a 50. Oui. Mais les 50 n'ont pas forcément la même vision. Celle qui survivra, c'est la vision. Oui. Donc ce n'est pas les finances, c'est surtout le management, l'engagement, la détermination du leader. C'est pour ça que le programme qu'ils ont fait dans leur curriculum de 12 semaines, c'était surtout au niveau de l'administration, du management. Et même le mode de sélection est très compliqué. Il vous faut 20 heures pour appliquer, pour remplir les formulaires, tout simplement parce que ça crée une forme de sélection dès le départ. Donc ceux qui sont déterminés, qui ont des projets sérieux, qui vont jusqu'au bout. Deuxièmement, les finances. Ne soyons pas aussi durs avec les banques, avec le système financier. Le vrai problème, c'est des banques de dépôt maintenant. Les taux d'intérêt au niveau des prêts sont à 20%, 18% des fois, ils sont prohibitifs. Mais la réalité, c'est que le système juridique, le système judiciaire africain, la stabilité des transactions juridiques, tout ça pose problème. Parce que même lorsque vous m'amenez un projet sérieux, si je n'ai pas de moyen de mesurer votre crédibilité, on n'a pas de credit rating. Oui. Comme dans les pays. Il y a eu récemment justement le lancement d'une entité ça commence. de crédit ici au Maroc. Ça commence exactement. Voilà. Au Nigeria aussi ça commence. Faut juste dans d'autres pays. Aux téléspectateurs, ce sont des entités en fait qui jugent si oui ou non la crédibilité, ce projet est solvable ou pas ou est crédible ou pas. Oui. La solvabilité du débiteur et aussi la capacité de donner des garanties, les collatéraux qu'on appelle. Faut maintenir, lorsque tu donnes un titre foncier par exemple en garantie, faut avoir la certitude du titre foncier, vous savez très bien comment ça se passe. Donc si le système judiciaire, le système juridique était plus ou moins clair, je pense que tous ces problèmes-là seraient résolus et les documents, les engagements juridiques auraient de la valeur. Maintenant, lorsque vous avez fait une transaction, si jamais ça ne marche pas, le banquier n'en a que pour sa pomme. D'accord. Justement, mais ça fait partie d'un des secteurs porteurs d'investissement en Afrique, le secteur bancaire, M. Hillel. Absolument. Je viens.
No, I mean, you can argue all you En fait, want about on peut toujours dire ce qu'on veut par rapport aux bienfaits de cela, mais le fait, c'est que les banques, comme a dit Angela, les banques ont elles-mêmes un problème par rapport à l'évaluation des demandeurs de prêt. Si les demandeurs ne disposent pas suffisamment d'informations, et dans bien des pays, le demandeur peut être fort du point de vue financier, mais en raison parfois du système fiscal qui est injuste, alors finalement, lui, il cache ses opérations, véritables opérations. Alors si on peut résoudre cela, ça va être beaucoup plus facile pour avoir accès au financement et les banques aussi vont être plus à l'aise de les évaluer. Mais pour les startups, c'est une autre formule différente, c'est un autre processus, pas pour les banques. Oui, nous allons plus parler de manière plutôt macroéconomique parce qu'on parle d'investissement. C'est très important de parler de ce point-là et de soulever cette question de l'investissement en Afrique parce que il y a toujours eu de l'investissement en Afrique, mais on remarque en tout cas ces dernières années que cet investissement est plus axé sur que sur les matières premières. On commence à s'intéresser à d'autres manières d'investir en Afrique. Madame Achour Talet. Je pense qu'en Afrique, il y a tout à faire. On n'est même pas encore arrivé au stade des finances qui voient si c'est intéressant, s'il y a des garanties, tout est à faire. N'oublions pas que l'Afrique regorge, je dirais, de jeunes qui n'ont envie que de travailler, que de se lancer, de faire quelque chose, de ne pas rester de côté, de ne pas mourir, de ne pas partir. Donc tout est à faire. On n'arrive même pas aux banques. Moi, je n'arriverai même pas aux banques. Donc donnons à ces jeunes, intéressons-les à un projet qu'ils voudraient faire et suivons-les, sans les banques. Je ne parlerai même pas de banques, parce que le niveau actuel de l'Afrique, on ne peut pas dire que c'est des jeunes qui sont formés, c'est des ingénieurs, des médecins en majorité, il n'y a que ça, bon, on va faire une demande à la banque, voir la possibilité de remboursement, prendre des hypothèques sur leurs biens, etc., etc. On n'en est pas là. Je ne parle pas des grands groupes, des gros investisseurs, on n'en parle pas. Je parle de l'Afrique et des Africains. Des jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Que travailler. Les gros qui vont créer de l'emploi. Hein. Oui, il faut créer. C'est les PME, PMI qui vont créer des petites entreprises et des petits emplois déjà pour démarrer, pour donner un peu de vie à l'Afrique. Et comme ils vont être suivis et encadrés, parce qu'il faut les encadrer, pour qu'ils ne tombent pas, il faut les encadrer. Et donc, surtout les aider dans la formation. Je suis pour la formation continue. C'est-à-dire, ils ont un degré, c'est pas toujours très fort, il faut les suivre et les former. C'est-à-dire ne pas les laisser, comme actuellement, partout, même chez nous, en Algérie, les laisser que pour faire un montage. Je suis pas d'accord. Madame, justement, vous parlez de l'exemple algérien. Il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a eu ce Forum africain d'investissement et d'affaires à Alger. Vous y étiez ? Non, j'étais là. La presse algérienne a beaucoup critiqué le retrait du gouvernement algérien sur la scène africaine ces dernières semaines. Sur la scène africaine ? Oui. Ils étaient à l'OUA il y a moins de mois. Non, je parle sur la scène africaine économiquement, c'est-à-dire c'est la presse algérienne qui le dit, c'est pas moi. Oui, dites-moi, j'étais pas là-bas, mais j'ai suivi un petit peu de loin. Mais le président de l'OUA actuellement, c'est notre ministre algérien. C'est lui qui a la tête. Ce que je veux dire sur la scène africaine, c'est de l'OUA, c'est pas algérien. Non, comme ça, on s'étale pas. Ce que je veux dire, c'est justement cette présence en Afrique. Nous parlons d'investissement, nous parlons de présence algérienne en Afrique. Ça, la presse algérienne a beaucoup critiqué cette absence ces dernières années. Oui, eh bien, il faut y parer. Il faut y aller, il faut investir. Et il y a eu ce forum d'investissement, c'est pour ça. Et si notre majesté, je dis notre parce que je me considère africaine, maghrébine, s'il a pris justement les devants pour démarrer cette possibilité de nous unir en tant qu'Africains et commencer cette démarche, on y va. Pour moi, tout le monde est pareil quand il est en Afrique. On bosse pour l'Afrique, on travaille pour l'Afrique, on se bat pour l'Afrique. Je suis pour l'Afrique. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'imiter les modèles occidentaux, etc. Vous savez, quand on a été conditionné par quelqu'un qui nous a, entre guillemets, écrasés, monopolisés pendant des années, on a besoin du maître. Mais moi, je suis pour un retour aux sources, voir ce qu'on a comme richesse en Afrique et démarrer de l'Afrique,
de nouvelles possibilités, une nouvelle vie et retrouver notre civilisation. On n'est pas obligé de copier X ou Y. Et on peut créer qu'entre nous, les Africains, déjà pour démarrer, je l'ai dit tout à l'heure sur le forum, donc nous renforcer et nous mettre sur pied pour pouvoir discuter et travailler et négocier avec les autres qui sont plus en avance que nous. Alors la question qui se pose là, comment pourrait-on créer notre marché commun? Voilà. Madame Kouamouo. Il y a un gros effort je crois que le train est déjà en marche. Hein. Les blocs économiques sont en train de se créer. Les pays, le SADC, le COMESA, les pays d'Afrique australe sont déjà structurés en bloc avec l'annulation des visas. Pour le mouvement de personnes entre ces pays-là. L'ECOWAS sont en train de prendre son avancée. Les pays de l'Afrique centrale sont un petit peu en retrait à cause de nos instabilités politiques. Je pense que ce mouvement-là déjà en marche. Et je pense même que l'Union africaine a un agenda de créer un accord commercial de libre-échange continental et je pense que l'objectif c'est de le conclure d'ici 2017, bon peut-être 2018, 2020. Je pense que là, sur ce terrain-là, le train est déjà en marche et c'est plus ou moins réversible maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y a des efforts qui font un peu à contre-courant parce que des pays individuels ont signé des accords de partenariat avec l'Union européenne. The Economic Partnership Agreement. Donc ces accords étatiques d'État à l'Europe, pour moi, constituent un petit peu un frein à le mouvement d'intégration régionale et d'intégration continentale des pays. Pourquoi Madame Kouamouo? Parce que lorsque vous décidez vous créez un cadre juridique régional. Le processus veut que vous ayez une position commune, que vous ayez harmonisé vos réglementations, que vous ayez harmonisé votre système juridique, fiscal et le reste, et avancer en bloc. Donc maintenant, lorsque les négociations d'accords économiques, en dehors du fait que ça aboutit à la réduction des barrières, c'est aussi un catalyse pour les réformes. Et donc maintenant, ça met certains pays en désavantage ou alors en faiblesse par rapport aux autres. Mais le seul pays africain qui a un accord commercial de libre-échange avec les États-Unis, par exemple, c'est le Maroc. Mais ça s'était fait il y a très longtemps, dans un contexte différent. Il y a un peu plus de 10 ans. Et ça positionne le Maroc maintenant comme un entry point, le continent, parce qu'à cause de sa proximité, sa position stratégique, je pense que c'est un atout pour l'économie marocaine. Mais je pense qu'il est important que les pays africains harmonisent, qu'il y ait des politiques commerciales communes sur la base des avantages et des inconvénients que chacun a. Il y en a un qui a une économie qui dépend de l'agriculture, il y en a qui dépend de la technologie, il y en a qui dépend du gaz. Donc il faut s'arranger à harmoniser et à s'assurer que notre essor économique est plus ou moins en phase. Mais même les négociations des accords économiques entre les pays européens et les États-Unis peuvent avoir un effet sur les économies africaines. Mais ils ne sont pas partis. Je ne suis pas sûr qu'ils soient même observateurs. Mais bon, c'est à observer. C'est à observer. Monsieur Hillel. I think it is not really Je fair, pense qu'il realistic n'est pas vraiment équitable ou réaliste de comparer le manque d'une Union africaine aujourd'hui et dire que regardez ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, comme je viens de dire. Il y a plusieurs phases à travers lesquelles nous allons devoir passer, ce qui va prendre des décennies. Il faut qu'on soit réaliste, comme ça prend des décennies jusqu'à ce qu'on puisse atteindre un point où il y a suffisamment d'harmonie, comme vous avez dit tout à l'heure, à travers, au niveau politique, économique, juridique, pour qu'il y ait aussi un système de gouvernement et éducatif. Là, on commence à parler de ça. Vous parlez ici en Afrique de 54 pays avec différents systèmes, différentes conditions et différents problèmes dont plusieurs sont en conflit les uns avec les autres déjà. Il y a beaucoup de manque de confiance entre beaucoup de pays africains. Alors, il faut qu'on travaille sur ces points déjà, et ceci va prendre beaucoup de temps. Mais, comme a dit Angela, si ce train déjà est en marche, à un moment donné, ça va être irréversible. Mais il faut quand même qu'on sache que ceci va devoir prendre beaucoup de temps avant de parvenir à sa destination, si jamais il y parvient. L'Afrique est un peu comme une chorale de 54
musiciens, mais 54 solos. Il faut un chef d'orchestre? C'est ça la difficulté. Alors justement, vous aviez parlé d'accords de libre-échange et souvent ces accords ne bénéficient pas vraiment à certains pays. Parfois même, ils bénéficient plus à un pays plus qu'à un autre. Est-ce que c'est un problème de négociation selon vous, Madame Kouamouo? Je pense que c'est un problème de vision. C'est un problème politique. Je ne suis pas sûre que la négociation, la signature de ces accords-là soit motivée par les intérêts économiques. Je pense que c'est purement stratégique. Naturellement. Autrement, ce serait juste common sense de ne pas les signer parce que c'est vrai que la plupart des gouvernements tirent leurs revenus des recettes douanières. Bon, les annuler vont créer un déficit énorme dans leur budget. De la même façon, pendant qu'on n'a pas encore créé une infrastructure qu'il faut pour produire des produits à valeur ajoutée sur nos économies, réduire les barrières, ça veut simplement dire qu'on sera inondé de produits créés dans des pays étrangers. Mais qu'on commence justement à réfléchir en tant que maillon dans cette global value chain, dans cette chaîne des valeurs globales, qu'on pense en tant qu'Africains à aller vers cette stratégie. Oui, mais je pense que sur cette question-là, justement, on est tous d'accord qu'on doit bâtir notre infrastructure. Exporter les produits, la matière première, nous a montré ses limites. Le Nigeria et le pétrole, l'Angola ont très vite commencé à diversifier leur économie. Ils ont beaucoup plus de potentiel. Le gaz. Voilà. L'agriculture est un potentiel à créer de l'emploi énorme, mais ça ne donne aucun sens de produire du cacao et de ne pas pouvoir le fabriquer, enfin en tout cas le transformer. Du chocolat pour les enfants, pour les jeunes et tout ça. Ça n'a aucun sens. Mais je pense que quand vous regardez les politiques actuelles, les institutions multilatérales, les institutions régionales, on sont tous d'accord que l'énergie, par exemple, fait partie des priorités. Parce qu'on ne peut pas avoir une industrie sans l'énergie. Ce qui fait le coût de production des produits, c'est l'énergie, c'est la matière première, c'est l'emploi et bien entendu la capacité de transporter, de l'amener du point de production à la livraison. Donc les routes. Je pense que l'Afrique maintenant a de gros projets au niveau d'infrastructures, mais les retombées n'apparaîtront concrètement que pendant quelques années. Mais si entre-temps on a déjà signé les accords, je pense que c'est un peu problématique. À mon sens, les négociations sont importantes parce que ça sert de catalyste et ça sert de rapprochement. Et puis le monde, on est dans une économie globale. Il est difficile maintenant de se retirer, bien que on a le Brexit maintenant, on a les États-Unis qui commencent à penser à l'Amérique d'abord. Il est temps que l'Afrique pense aussi à l'Afrique d'abord. On va revenir à ce point de protectionnisme, Madame Ashur Talit. Donc vous êtes un peu dans l'industrie du textile, n'est-ce pas? Vous vivez un peu justement ce qu'on vient de discuter sur ces accords de libre-échange, sur... L'Algérie a signé des accords de libre-échange avec plusieurs pays, avec Dubaï, avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec l'Europe d'ailleurs, avec certains pays où on ne paye pas de droits de douane. Mais retournons vers l'Afrique. Comme vous disiez tout à l'heure, que l'Algérie n'a pas beaucoup de marché avec l'Afrique. J'espère qu'on aura plus de marchés. Je ne suis pas très au courant de ça. J'ai pas dit que je me répète encore une fois que la presse algérienne critiquait l'absence économique de l'Algérie en Afrique ces dernières semaines, avant ce forum d'investissement. D'accord. Voilà donc. Je sais qu'il y a eu des investissements il y a déjà quelques années avec le Mali, avec plusieurs pays d'Afrique. Et donc, quand le domaine m'est un petit peu inconnu, je préfère ne pas m'y avancer. Mais moi, je suis pour les libres-échanges déjà avec les pays africains. Déjà. Avec les pays africains. Je vous ai dit tout à l'heure, un continent sans barrière. Alors qu'il y a une barrière qui existe entre l'Algérie et le Maroc, je n'en parle pas. Mais je suis pour un style des normalisations africaines, propres à l'Afrique, et avec lesquelles on peut discuter avec le reste du monde. On a vu les manques, les défauts de l'Europe, entre eux, les pays d'Europe qui étaient bien d'accord et très d'accord au départ, et on voit les failles. Donc il faut pas ils n'étaient pas tous d'accord pour se réunir en union, mais finalement il y a eu des pressions justement économiques qui ont fait qu'il y a eu l'Union européenne avec ses failles et également ses points positifs. Donc avec les autres pays pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes.
Ça, je voudrais qu'on le souligne. Mais moi, je reste donc sur les infrastructures qui sont très importantes. Il n'y a pas assez d'infrastructures en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, en Algérie, il y a des banques pour investir dans les infrastructures. Alors ça, c'est les gros projets. Hein. Bon, l'État avec les banques, etc., il se débrouille, l'État. Pour nous, on est dans la petite et moyenne entreprise, donc le peuple, si vous voulez, pour créer de l'emploi PME, PMI. Et donc l'État a de gros projets et de gros marchés. Alors à ce moment-là, avec banque, avec appel de fonds, tout ce qu'ils veulent. Mais nous, les petits, on est en dessous. Et peut-être qu'on sera des sous-traitants pour ces gros projets. On sera donc en tant que, mais pas pour longtemps. J'insiste pas d'usines de montage, j'insiste pour la technologie en Afrique. Ça suffit d'être des usines de montage comme était la Chine. La Chine maintenant elle s'est reprise, elle travaille, elle crée toute seule. Je voudrais que l'Afrique arrive à ça. Qu'on arrête de nous utiliser des ateliers de montage pour les voitures, pour le vêtement, pour la chaussure, pour je ne sais plus quel produit général. Alors justement, Madame Achour-Talet, au lieu de parler d'ateliers de montage comme vous venez de l'évoquer, il serait peut-être plus judicieux de parler peut-être d'un maillon de cette chaîne de valeur globale, hein, de Global Value Chain que j'évoquais tout à l'heure. Et justement, le Maroc pourrait représenter un modèle dans ce sens, un modèle... c'est un des rôles, en tout cas, que joue le Maroc hein, sur le continent africain. Madame Kouamo. Oui, vous avez tout à fait raison et je pense que le Maroc a montré son leadership dans plusieurs secteurs, dans l'infrastructure, dans le renouvelable. Le Maroc a rendu l'Afrique très fière à la conclusion du COP22. Au niveau de l'investissement dans l'énergie, dans le renouvelable aussi, le Maroc est champion. Bon, au niveau des femmes, hein, j'ai fait le tour du Sud. J'ai vu l'Agence du Sud, j'ai vu les coopératives, l'organisation, l'assistance des femmes dans la production des produits des terroirs. C'est magnifique, c'est des modèles qu'on peut très bien dupliquer sur le continent africain. J'ai aussi vu la place de la société civile dans le rôle dans le decision making process ici au Maroc, et j'ai appris il y a 2 semaines, j'étais ici à un sommet de femmes et je me suis rendu compte que la société civile était intégrée à la Constitution, c'était un rôle constitutionnel, oui, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc et ça, c'est un vous parlez du secteur privé, la ministre de l'Environnement qui a été l'architecte du succès, c'est une femme. Oui. Donc je pense que même sur cette question-là, je pense que le Maroc a montré son leadership et puis c'est très commandable, c'est très respectable. Là-dessus, on salue vraiment Sa Majesté le roi du Maroc. Mr. Hilal. Je pense que la question principale ici est en rapport avec le leadership, avec la vision. Et c'est là où le Maroc a été un exemple. Non seulement cela, mais aussi, si vous regardez un petit peu les principes économiques de base, stipule qu'il faudrait trouver le produit ou le bien ou le service là où vous avez un avantage concurrentiel. Et vous allez vous axer sur cela. C'est ce dont nous avons besoin. Et le Maroc a été un modèle. Et je peux vous citer un exemple ici qui est très pertinent. Pas uniquement pour l'Égypte, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Ce que le Maroc a fait en matière d'énergie solaire. Alors, ils ont parlé de ce projet pendant des années, je me rappelle, et maintenant c'est une réalité qu'on voit ici sur le terrain. Et ceci va assurer l'énergie pas uniquement au Maroc, mais pour aussi une partie de l'Europe. Parce que ils ont un avantage concurrentiel et ils sont focalisés sur cela et ils ont utilisé cet avantage concurrentiel et voici le résultat. Ceci peut être facilement dupliqué dans l'ensemble de l'Afrique. Nous parlons de l'énergie, nous en avons besoin. Et nous envoyons bien sûr notre pétrole de manière basique pour qu'il s'envoie vers nous. Nous avons aussi le soleil, nous en plaignons. Et nous n'en avons pas fait l'usage qu'il faut. L'éolien aussi, la même chose. Alors, c'est juste un petit exemple. Un autre exemple, qui est un peu près du centre d'activité là où j'opère, c'est le Tijari Bank. Là, ils ont un succès étonnant dans 2 secteurs. Pour nous, en tant que pays émergents. Alors, l'intégration
financière et aussi les PME et les PMI. Alors, ils ont développé des modèles très réussis et je suis ravi qu'ils décident d'investir en Égypte et ils ont en fait acheté une banque en Égypte récemment. Ils vont transformer ces modèles et ils vont ramener tout un ensemble de compétences qui aura des retombées positives. Et c'est là un bon exemple qui illustre le transfert de compétences d'un pays à un autre à travers les investissements. Alors, tous mes respects. Madame Achourtel, une réaction à ce qui vient d'être dit par vos confrères? Moi, je suis pour créer des entreprises au-delà des PME-PMI, on n'en parle plus. Pour créer des entreprises industrielles, même si elles ne sont pas à un gros capital, pour traiter, si vous voulez, les produits bruts. Tailler le diamant, purifier, sortir des produits chimiques, de tout ce qui est pétrole, de tout ce qui est gaz, les engrais, tout ça, les conditionner, les travailler avant de les commercialiser. Là, on pourra parler d'une industrie africaine. D'accord. Nous allons conclure avec cette question que vous aviez soulevée tout à l'heure de protectionnisme. On sent qu'il y a un retour, d'ailleurs ça a été discuté ici même sur ce plateau de l'Hebdo Echo, un retour d'une vision protectionniste. Il y a eu le Brexit, on parle d'un Itaxit, en Italixit, en tout cas la sortie de l'Italie peut-être, ou Grexit. Il y a également l'élection de Donald Trump, et ce n'est pas des moindres, cette élection de ce candidat qui prônait un protectionnisme America First. Alors pour vous, ce n'est pas très mauvais et peut-être même que ça pourrait bénéficier aux pays africains, Madame Kouamouo. Oui, pour l'instant, c'est clair que l'agenda de Donald Trump, ce sera l'Amérique d'abord, et ce qui est légitime. Et pendant ce temps-là, nous avions fait l'appel pour plus de commerce et moins d'aide. En tenant compte du fait que l'aide et le commerce ne sont pas forcément antinomiques, mais le système d'aide doit être revu pour le rendre beaucoup plus effectif. Mais maintenant qu'on sait que ce ne sera pas la priorité du président-elect Trump, il est temps pour l'Afrique maintenant de penser son propre système, d'être plus ou moins réaliste. On ne connaît pas encore l'agenda africain de Donald Trump. Il est clair que, oui, ses conseillers ont parlé de partenariat. C'est un homme d'affaires, donc je pense qu'il comprendra la nécessité de faire des transactions, qu'il comprendra la nécessité de régler les problèmes de sécurité. Je pense qu'il a plus ou moins dit qu'il ne serait pas tolérant, aux démocraties, par rapport aux démocraties vieillissantes, aux problèmes de corruption et tout ça, mais c'est un homme pragmatique. Il y a 54 pays, il aura le choix de toutes les façons, mais je ne me vois pas en train de mettre l'Afrique comme priorité maintenant avec toutes les promesses qu'il a fait et les divisions qu'il y a à Washington en ce moment. Ce qui laisse le temps aux Africains de penser à leur propre système et de comprendre qu'il est temps qu'ils attendent tout de papa, qu'ils attendent tout des États-Unis. Parce que la réalité, c'est que pour éviter la déception qu'on a eue avec le président Barack, pour lequel... Il y a eu déception avec Barack Obama. Beaucoup d'Africains ont attendu de ce qu'ils en fassent une priorité, mais c'est pas le président de l'Afrique, c'était le président des États-Unis. Donc c'était une déception, à mon sens, qui n'est pas justifiée, parce que, donc là, maintenant, en fait, on revient aux réalités. Et puis, les échanges sud-sud, les échanges entre pays africains seront considérés, il est grand temps que ce soit... Mais surtout, l'Afrique sera justifiée à se prendre en charge elle-même, parce que la rhétorique, maintenant, le political trend, c'est vers le protectionnisme. Tendance politique vers le protectionnisme. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ça donne l'opportunité aux leaders de mettre en place leur vision et de suivre les modèles que tout le monde a. C'est-à-dire que ton peuple est d'accord, Africa First. Africa First, comme America First de Trump. Monsieur Hilal, une réaction. Je suis contre le protectionnisme, en fait. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la compétitivité, ce qui signifie la qualité, un bon prix et la fiabilité. Si vous protégez d'ici jusqu'à la fin des temps et vous avez passé des éléments, ça ne va pas marcher. Nous avons vécu ça en Égypte. Nous avions un système protectionniste. Nos produits étaient
protégés pendant les années 60. Vous voyez un peu où nous en sommes. Nous n'avons pas d'industrie parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc il y a une tendance de retourner au protectionnisme assez dangereux. Parce que ce dont nous parlons par rapport à l'Afrique, c'est d'accroître notre compétitivité. Comment vous allez pouvoir faire cela si vous commencez à mettre des mesures protectionnistes? Ça va pas marcher. En tant que pays ou en tant que continent? En tant que pays et aussi par défaut en tant que continent. Alors, juste pour clore ce débat, il est clair que on parle de secteur privé, on parle de mesures concrètes des gouvernements africains pour booster ce secteur privé, pour créer plus d'emplois, parce qu'in fine, le plus important, c'est l'emploi et de garder justement ces ressources humaines. C'est parce que le capital humain est l'une des richesses de l'Afrique avant même les matières premières. Un dernier mot, Madame Achour Tallez. Je suis pour le protectionnisme, mais pour un temps. Le temps de se mettre debout, c'est toujours mon idée, de se mettre debout, de devenir industrialisé, de devenir agricole, d'être fort. Et après, on s'ouvre, on ne peut pas vivre enfermé sur nous-mêmes. Moi, je suis donc contre l'inclusion. Donc vous rebondissez sur ce qu'a dit M. Hillel. Vous êtes pour le protectionnisme un moment. Le temps d'être fort et on s'ouvre au monde. On ne peut pas vivre dans l'inclusion. Très bien. Ce sera votre dernier mot. Madame Kouamouo. Il y a tellement à dire. Pour conclure, je ne vais pas ajouter grand-chose sur ce que Karim m'a dit. C'est clair que le protectionnisme, c'est un danger, mais en même temps, on ne peut pas, les économies africaines ne peuvent pas s'engager de manière plus ou moins incontrôlée, parce qu'ils ne contrôlent pas la machine de négociation. Le ministre de Commerce, souvent, ne sont même pas formés, ne comprend pas forcément grand-chose en négociation, parce que c'est notre réalité, c'est des postes politiques. Mais il est important que quand même que nos leaders ont une vision par rapport à leur pays, qu'ils soient responsables, qu'ils soient accountable par leur peuple, mais pas par la communauté internationale, parce que pour l'instant, ils sont tous responsables. Comment se dit en français? Accountable. Ils sont à rendre compte. Voilà, ils doivent rendre compte. Mais... Voilà, dans un contexte démocratique clair, on rend plus compte à son élu qu'à la communauté internationale. Oui. Et pour cela, il faut qu'il se retourne vers son peuple et qu'il le représente. On ne peut pas bâtir l'économie en représentant les intérêts des compagnies étrangères. Vous avez le cas du Nigeria, c'est très simple. Local content. Au départ, local content, c'était considéré comme corruption by disguise. C'était considéré comme mais alors, en fait, sans la local content, on n'aurait pas eu de Aliko Dangote, on n'aurait pas eu de Jimovia si le Nigeria n'avait pas déclaré qu'il veut que les locaux soient au contrôle de leur économie. D'accord. Donc c'est une forme de protectionnisme, mais c'est nécessaire. Maintenant, du phase out. On peut le faire de manière progressive et rentrer dans l'économie globale en s'assurant quand même que notre backyard est protégé. Un dernier mot, M. Hillel. Je pense que ce que ma collègue a dit est vrai. Il ne s'agit pas de se protéger. Je ne pense pas que, comme a dit Sabine, qu'on peut décider unilatéralement de quand est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou la fermer. Le monde ne va pas attendre. Mais en fait, le pouvoir de négociation des accords de libre-échange, ça c'est très important. À bien d'égards, nous n'avons pas parfois les personnes idoines ou parfois c'est des personnes qui sont qualifiées mais n'ont pas le profil. Bon, vous pouvez être le meilleur négociateur, mais vous n'avez pas suffisamment d'outils par lesquels vous allez pouvoir travailler. Et cet effet de levier ou de pression va provenir du fait de décider qui c'est qui a besoin de quoi plus. Alors, il faudrait peut-être défendre ce qui est local. Mais on a besoin à cet égard d'un leader qui dispose de ce type de vision, comme un gâteau. La machine est en route. Sur ces mots bien sages, cette émission touche à sa fin. Merci mesdames et messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 22h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho. D'ici là, excellente suite des programmes sur notre antenne.